Bonjour à tous. Il y a quelques mois, pour le lancement de Motors TV, nous vous avions présenté le premier de nos docks F1 79. Manifestement, vous avez apprécié, alors on vous propose la suite F1 80. On y retrouve en effet les mêmes équipes ou presque, Williams, Ligier, Renault, Brabham, toutes parties à la conquête du titre mondial. Mais plus que tout, ce qui retient l'attention, c'est l'espèce de défi français qui était lancé à l'époque pour conquérir les différentes couronnes. Et vous allez voir que vraiment les Jabouille, Pironi, Lafitte, Arnoux ne sont pas passés loin de la consécration. 20 ans plus tard, en tout cas, ils n'ont rien oublié. F1 80, c'est parti. La saison 80 démarre, comme c'était la tradition à l'époque, par une campagne sud-américaine précoce. Dès la première quinzaine de janvier, en effet, direction Buenos Aires pour le Grand Prix d'Argentine et la Formule 1 qui subit comme un coup de chaud. La saison 80 va être placée sous le signe de la contestation et même de la révolte. À Buenos Aires, ce sont les pilotes qui protestent contre l'état de la piste et non sans raison. Ils sont si furieux qu'ils menacent de faire grève. Mais, faute d'unanimité, leur mouvement va échouer contre la résolution des organisateurs et des chefs d'écurie. Les pilotes sont nos employés, ils n'ont qu'à courir, un point c'est tout, déclare Bernie Ecclestone, le président de l'association des constructeurs. Plus tard, les pilotes ulcérés lui rendront la monnaie. Deux sorties de piste, un arrêt au stand et pourtant c'est Jones qui va s'imposer. On n'a jamais vu ça. Les Français sont à la dérive, seul le débutant Alain Prost rallie l'arrivée en 6e position. Et finalement, c'est l'outsider Nelson Piquet qui se classe second de Jones, un présage. En Argentine, la Formule 1 avait divagué. Mais 10 semaines plus tard, en Espagne, elle va se fourvoyer au risque de se perdre. Entre la Fédération internationale et l'Association des constructeurs, c'est l'épreuve de force. Objet du conflit, l'exercice réel du pouvoir. Les petites écuries décident d'organiser le Grand Prix sans la sanction officielle. Dans les 10 minutes qui suivent, les choses se décident là. Pas de problème. Mais les grandes marques se rangent dans le camp adverse. Faute d'unanimité, la révolte échouera. Renault, en plein accord avec Ferrari et avec Alfa Romeo, a donc décidé de ne pas prendre part à ces essais qui sont en dehors de toute légalité. Longtemps chasse gardée des petits constructeurs spécialisés, en majorité britanniques, la Formule 1 devient le terrain où s'affrontent les grandes marques et c'est la pression que suscite cette évolution qui a fait sauter le couvercle de la marmite. Car, menée par Renault, l'offensive des grandes marques a franchi une nouvelle étape. Jusqu'à cette année, en effet, les voitures à moteur turbo avaient davantage fait figure de curiosité que de favorites au départ des Grands Prix. On les savait capables d'un coup d'éclat, mais trop capricieuses pour viser un championnat. Or, après un faux pas en Argentine, l'équipe Renault Elf allait prendre un ascendant tellement net lors des 2 Grands Prix suivants que ses rivales purent redouter d'être définitivement surclassés. Pourtant, Gérard Larousse restait prudent. Nous avons fait des progrès, mais on n'est pas au niveau de fiabilité encore d'une équipe comme Williams. Et ça, sans aucun doute, notre voiture ne nous facilite pas la tâche parce qu'on a une voiture qui est
qui adoptent une technique nouvelle. Donc, si vous voulez, par exemple, si je prends l'exemple du moteur Ford, le moteur Ford est utilisé par 80% des écuries. Donc, la fiabilité de ce moteur est très grande, étant donné que les problèmes sont... nous, de notre côté, nous utilisons un moteur qui est tout à fait spécifique. Et bien entendu, nous essuyons nous-mêmes tous les problèmes. Les essais du Grand Prix du Brésil se sont disputés dans une ambiance de carnaval et sous les yeux de Bernard Hanon, le patron de l'auto chez Renault, ils ont été dominés par Jabouille, qui s'est imposé en pole position. La rouge de Villeneuve surgit entre la jaune de Jabouille et la bleue de Pironi, mais ce sera un feu de paille et la seule fois de la saison où l'on verra une Ferrari en tête d'un Grand Prix. Dominatrice en 1979, l'écurie italienne sera en effet réduite au rôle de figurante en 1980. Les choses vont vite en Formule 1 où rien n'est jamais acquis. Sur le rapide circuit d'Interlagos, situé à 800 mètres d'altitude, les Renault Elf Turbo étaient imbattables en performance pure. Au début de la course, seuls les Ligier réussirent à s'accrocher grâce à leur remarquable tenue de route. Jabouille caracolait en tête, mais Lafitte restera menaçant jusqu'à ce qu'une bénigne panne d'allumage le stoppe. Troisième, Arnoux était aux prises avec la Lotus d'Angelis. Mais peu après la mi-course, alors que le doublé Renault semblait affiché, Jabouille sera victime d'une panne de turbo qui le contraindra à l'abandon. Arnoux, en revanche, n'allait connaître aucun problème et, ayant vaincu la résistance d'Angelis, il s'en allait vers le premier triomphe en Formule 1 de sa carrière. La victoire d'une Renault à Sao Paulo était attendue. Ce qui l'était moins, c'était que ce soit Arnoux, le deuxième pilote, qui apporte sa première victoire de l'année à l'équipe Renault Elf. Wow, pousse-toi, voilà. Très bien, Pour moi, c'est une très grande joie d'avoir gagné. Et surtout ici, parce que c'est un circuit très difficile. J'avais peur, 40 tours, c'est dur, physiquement très dur. J'avais peur de ne pas tenir la cadence. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je crois que, bon, bien sûr, ma grande satisfaction, c'est d'avoir gagné la course, mais d'avoir tenu la cadence sans problème. Ça a été une victoire très probante et sans discussion, mais néanmoins, lorsque vous avez dépassé votre coéquipier Jean-Pierre Jabouille, à quoi avez-vous pensé? Ben là, sincèrement, j'étais très déçu pour Jean-Pierre, parce que jeudi, on avait des gros problèmes, la voiture n'allait pas, on était à 4 secondes des autres, et que vendredi, Jean-Pierre a trouvé de très bonnes modifications à faire sur l'auto pour la rendre compétitive, et il est certain qu'il aurait mérité de gagner. C'est la course, c'est l'intérêt pour une écurie de mettre deux voitures, mais je crois que c'est que partie remise pour Jean-Pierre. C'était le Grand Prix d'Afrique du Sud qui succédait au Brésil. Un circuit encore plus favorable au turbo que celui sur lequel il venait de triompher. En effet, à 1800 mètres d'altitude, les moteurs atmosphériques ont vraiment le souffle court, alors que le rendement des moteurs suralimentés n'est qu'à peine affecté par le manque d'oxygène. L'accident aux essais du malheureux Suisse Marc Surer, victime de multiples fractures aux jambes, confirmera que les craintes éprouvées par les pilotes, qui s'estiment insuffisamment protégés dans les coques des monoplaces à effet de sol, sont hélas fondées. Aux essais, les Renault Elf se montrent comme prévu au-dessus du lot et aucun doute ne plana jamais sur la couleur de la première ligne. Elle serait uniformément jaune avec Jabouille en pole position. Eh bien, je suis optimiste, mais quand même, j'ai en mémoire le Grand Prix du Brésil où j'avais à peu près 10 secondes d'avance et j'ai eu un problème. Ce que j'espère, eh bien, c'est pas avoir la même chose. Et si j'ai pas la même chose, je suis pratiquement sûr de gagner. Avant le départ, le stand Renault Elf monopolise d'ailleurs l'attention des photographes. Le départ va nous permettre d'assister à un impeccable travail d'équipe. Au milieu, entre Jabouille et Jones, Arnoux emmène la meute.
Il freine tôt et va s'écarter pour ouvrir la porte à son coéquipier avant de se rabattre pour la claquer au nez de Jones. René et Jean-Pierre ont manœuvré comme à la parade. Et roue dans roue, ils s'envolent. Rapidement, l'écart se creuse sur Laffite et Jones qui pourtant n'amusent pas le terrain. Jabouille et Arnoux, eux, contrôlent la course à leur guise. Aux trois quarts de la distance, les jeux semblent faits et le doublé Renault Elf assuré. Jabouille et Arnoux ont plus de 15 secondes d'avance sur Laffite. Mais Larousse a vu Jabouille ralentir puis stopper. Un pneu avant a crevé. Comme au Brésil, le sort a choisi d'accabler Jean-Pierre et d'épargner René. Derrière Laffite, Piquet et Pironi se livrent un duel acharné pour la troisième place qui va tourner en faveur du pilote de la Ligier. Ouh, de justesse. Arnoux devant Laffite et Pironi, une Renault Elf devant les deux Ligier, le Grand Prix d'Afrique du Sud s'achève par un triomphal et historique tiercé pour le sport automobile français. D'autant plus qu'Arnoux prend seul la tête au classement du championnat du monde. Le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Balestre, qui est aussi le président de la Fédération française, exulte. On a quand même 3 Français à l'arrivée et on en avait 4 à un moment. Cependant, dès à présent, la situation se tend dans le camp Renault. Car Jabouille, désigné au départ comme le numéro 1, sent son statut menacé par la réussite de son coéquipier. J'étais pratiquement sûr de gagner ici. Et puis, à 20 tours de la fin, une crevaison. Mais c'est que la 3e course et j'espère, d'ici la fin de saison, me rattraper. Mais enfin, c'est un lourd handicap et ça va être une saison très dure pour moi. 18 points au championnat maintenant, alors on regarde l'avenir comment? Je crois que ce qu'on va faire, c'est continuer à travailler parce qu'en Formule 1, il ne faut jamais s'arrêter. Mais il est certain qu'on va attaquer une période là beaucoup plus difficile entre Monaco, Jarama, Long Beach. Mais je pense qu'on a progressé aussi sur ces circuits. Je ne pense pas qu'on puisse gagner, mais prendre quelques points, ça serait toujours bénéfique. La situation n'est peut-être pas le reflet de la vérité et des forces en présence. Pour Renault, en effet, qui arrive à Long Beach pour le Grand Prix des États-Unis-Ouest, on peut craindre que les meilleurs atouts aient été déjà abattus. René Arnoux, en tout cas, se souvient bien de cette année 80 où il a pu entrevoir l'espoir de décrocher le titre mondial. Renault qui refaisait à peu de choses près le même coup que Ligier la saison précédente, à savoir frapper fort d'entrée et entretenir les rêves les plus fous. Est-ce que la régie allait cette fois réussir là où Ligier avait échoué ? Je crois qu'en 80, avec le recul, c'est vrai que maintenant, moi j'étais un peu nouveau, c'était ma 2e année, donc je disais les choses avec un peu de recul et gentiment. C'est vrai que j'aurais peut-être plus dû insister sur les problèmes de nos pannes, en disant attendez, c'est répétitif, donc essayons d'éliminer ces choses répétitives. On aurait peut-être gagné du temps et gagné plus de courses, mais je regrette pas parce qu'à l'époque c'était comme ça. C'est vrai qu'en plus à ce moment-là j'étais passé devant Jabouille, ça avait un peu déstabilisé pas le système Renault, mais ça crée toujours des tensions puisque Jean-Pierre, on attendait beaucoup de lui. C'est toujours des situations un peu délicates au sein d'une équipe, mais comme je disais tout à l'heure, la course, nous on fait un sport mécanique. Les gens qui font du tennis, ils ont la même balle et pratiquement les mêmes raquettes et les mêmes chaussures. Nous, il faut l'accepter. Et puis de temps en temps, même quand on est en tête et qu'on tombe en panne, on a tendance à vouloir donner un coup de pied dans le pneu, mais ça ne sert à rien parce que je crois que ce qu'il faut, c'est rentrer, analyser le pourquoi du comment et travailler avec son équipe. Moi, j'étais ma base, je suis mécano.
Donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps à l'usine, j'essayais toujours de comprendre et puis de travailler avec mon équipe sans aller voir ce que faisaient les autres aussi, ce que faisaient les autres, mais en me disant, ben, ceux-là ils gagnent, j'aurais dû signer là-bas. Non, j'avais signé dans une équipe, j'étais bien et j'essayais de donner le meilleur de moi-même. La pole position de ce Grand Prix de Long Beach est signée par Nelson Piquet, qui est le seul à employer des gommes dures, en principe pourtant les moins performantes. En fait, le choix était le bon et le Brésilien se dirige alors vers son premier succès en Grand Prix. Si la Brabham de Ricardo Zunino a déjà abandonné, celle de Piquet vole dans les rues californiennes avec, c'est une surprise, la bonne tenue non seulement des Renault, mais aussi des Alfa Romeo, au volant desquels on retrouve Patrick Depailler et Bruno Giacomelli. Pendant ce Grand Prix, hélas, un drame est à signaler. Claire Regazzoni, qui avait donné à l'équipe Williams sa première victoire en Grand Prix l'année précédente et qui pilote maintenant pour Ensign, est soudain privée de frein en pleine ligne droite. Le choc contre le mur est terrible et on relève Regazzoni avec une lésion cervicale qui va le laisser à jamais paralysé. Victoire en tout cas de Piquet à Long Beach qui du coup revient à hauteur de René Arnoux en tête du championnat. Cette année-là, en ne comptant pas le Grand Prix d'Espagne dont le résultat sera annulé, il n'y a que 14 épreuves au programme et ne seront retenus que les 5 meilleurs résultats de chaque demi-saison. Il importe donc de marquer efficacement et régulièrement. À ce moment-là, Piquet est le seul avec Pironi à avoir marqué 3 fois des points en 4 Grands Prix disputés. Lequel Pironi que l'on retrouve alors à Zolder pour le premier Grand Prix européen en Belgique donc. Un Grand Prix qui marque l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en matière de pneumatiques. À l'initiative de Goodyear, les pneus de qualification sont supprimés. Tous les concurrents utilisent les mêmes pneus aux essais comme en course. Mais le système ne durera pas car Michelin le dénoncera après Monaco. Chez Ligier, en tout cas, on y croit encore et l'équipe affiche une régularité prometteuse pour le reste de la saison. La JS11 de 79 a été rebaptisée JS11 15. Elle a reçu un ensemble de modifications essentiellement aérodynamiques. Aux côtés de Jacques Lafitte, Didier Pironi a donc remplacé et Patrick Depailler et Jackie Hicks. Pironi est un jeune loup aux dents longues, très déterminé, solide et endurant, à qui il tarde, comme pour Arnoux et Piquet, de remporter son premier Grand Prix. C'est Alan Jones qui a signé la pole, mais dès le départ, Pironi réussit à le surprendre, il vient de faire le plus dur. Jones est pris en sandwich entre les deux Ligier. Rothman sur la deuxième Williams n'est pas loin. Il y a là les prémices d'un duel qui, on le sent, va durer toute la saison, avec sans doute les Renault comme arbitre. A noter que l'équipe championne du monde en titre, Ferrari, est au creux de la vague. Seul Jody Scheckter a pu marquer 2 misérables points à Long Beach. En Formule 1, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Pour le moment, Pironi remplit parfaitement son contrat et se dirige vers la victoire. Pour la Formule 1 française, de nouveau, c'est le bonheur. Quand Renault n'est pas là, Ligier est capable de dominer. Les écarts se creusent, en tout cas, tout le monde est bien accroché désormais à sa position. Pironi, Jones, Lafitte. Derrière, Rothman a toutes les peines du monde à contenir Arnoux, de nouveau placé devant son chef de file Jabouille. Pas de problème en tête pour Pironi et Jones. En revanche, pour Lafitte, ça se gâte. Le Français est obligé de repasser par la case stand pour faire purger ses freins. Il perd instantanément toute chance de marquer des points précieux. Lafitte qui pleure, mais Pironi qui rit toujours, même si Jones s'est rapproché et harcèle désormais la Ligier. Mais ce jour-là, le 4 mai 1980, pour son 35e Grand Prix, Didier Pironi était imbattable. Il obtient la consécration et remporte son premier Grand Prix devant Jones, Rothman, Arnoux, Jarier et Villeneuve. Est-ce le déclic si souvent évoqué en Formule 1 ? Toujours est-il que sur sa lancée, Pironi réussit la pole à Monaco, 6e épreuve de la saison. Décidément, l'équipe Ligier à la cote et Pironi se sent pousser des ailes.
Arnoux, lui, est toujours leader au championnat. Bref, ça baigne pour les forces françaises qui s'apprêtent à disputer le Grand Prix le plus prestigieux de l'année. Il faut néanmoins se méfier de ces diables de Williams qui signent avec Rothman et Jones les 2e et 3e temps des essais. René Arnoux, en revanche, malgré sa position en tête du championnat, s'apprête à vivre à Monaco une épreuve noire. Bien sûr, on s'en doutait chez Renault, où le turbo n'est évidemment pas à son avantage dans les rues de la Principauté. Arnoux qui se retrouve dans les 2 dernières lignes, où figurent aussi Jody Scheckter, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti, soit ni plus ni moins que le leader du championnat donc, et 3 anciens champions du monde. Il y a parfois de l'ingratitude en compétition automobile. Le départ du Grand Prix de Monaco 80 est resté dans toutes les mémoires à cause d'une effroyable cabriole de Derek Daly et sa Tyrrell qui s'envole au-dessus du peloton. Au moins 4 pilotes restent sur le carreau, dont Prost et Jarier. Devant, Pironi a réussi ce qu'il ne devait pas rater, son départ. Il mène donc devant Jones, Rothman, Laffite, Patrick Depailler qui se souvient certainement avoir triomphé ici même en 78 et Nelson Piquet. On retrouve en tout cas les 2 Ligier et les 2 Williams aux avant-postes, comme en Belgique 15 jours plus tôt. Mais cette fois, la réussite n'est pas avec Alan Jones qui doit abandonner en raison d'une défaillance de sa transmission. Pour Pironi, les apparences sont trompeuses. Handicapé par une 3e vitesse qui saute pratiquement depuis le départ, il doit en outre composer avec la pluie qui tombe par intermittence sur quelques portions du circuit. Au 55e tour, Pironi ne repasse plus, il a tapé à hauteur du casino. J'estime que j'aurais pu éviter ce qui m'était arrivé et j'aurais peut-être pu gagner le Grand Prix. C'est donc ce diable de Rothman qui rafle la mise, dominant sans trop de soucis Jacques Laffite et Patrick Depailler qui devra lui aussi renoncer. Chez Ligier, on accuse le coup. Vous savez, quand on est à 100% ou pratiquement à 100% du premier au dernier tour d'un Grand Prix, si on a le moindre problème, on peut être déconcentré et avoir suffisamment et faire une petite erreur et que ce petit problème engendre une petite erreur qui ait de grosses répercussions. Castellet. Je crois qu'on doit avoir à peu près la même voiture. Didier se plaint d'un léger sous-virage et moi j'ai aussi le même sous-virage, mais je crois que ma conduite s'accommode mieux de ce sous-virage, alors que Didier ça lui pose un petit problème parce qu'il rentre un peu plus brusquement, je veux dire il est un peu plus brutal avec l'auto, mais il est très vite aussi, je veux dire ça va. Enfin si quelqu'un doit gagner chez Ligier, ça sera moi. Plutôt optimiste Laffite et pas besoin d'être superstitieux pour se douter que ça n'allait pas être aussi facile. Déjà depuis la veille, on a trouvé chez Ligier un problème de fuite d'essence apparemment insoluble. Laffite a beau alors être en tête de la course avec son mulet, il doit en plus composer avec une dégradation excessive de ses pneus. Pironi, lui, derrière, a cédé à Jones.
Insensiblement, l'Australien grignote son retard sur Laffite et l'issue semble inéluctable. La Williams utilise des jantes de 15 pouces au lieu de 13. On reprochera à Ligier, qui avait aussi essayé ses nouvelles jantes, de les avoir écartées trop prématurément. À 20 tours de l'arrivée, ça y est, Jones est passé, il se dirige vers sa deuxième victoire de l'année et il reprend du coup la tête au championnat. La première demi-saison s'achève en effet et les comptes sont clairs. Jones mène avec 28 points devant Piquet 25, puis Pironi et Arnoux ex-aequo avec 23 points. Laffite, lui, ne totalise que 16 points. Il va falloir cravacher pour rattraper le temps perdu dans la deuxième demi-saison qui s'ouvre à Brands Hatch pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Chez Ligier, on utilise cette fois les jantes de 15 pouces. Le résultat ne se fait pas attendre. Les deux voitures surclassent leurs adversaires et s'adjugent la première ligne. Celui qui est content, bien sûr, c'est le patron qui fête en plus son 50e anniversaire. Ils sont très sympas avec moi parce qu'ils ne me l'avaient pas dit avant. Mais là, je dois dire que hier, ils m'ont fait un beau cadeau. La première ligne en Angleterre, au Grand Prix d'Angleterre pour mes 50 ans, c'est un demi-siècle qui, je crois, et se passe bien. Hélas, pour Guy Ligier, la suite ne sera pas du même tonneau. Autant les essais avaient été dominateurs, autant la course sera décevante et toujours à cause de ces fameuses jantes. Car ces nouveaux éléments incorporés à l'ensemble mécanique ne supportent pas en fait la charge délivrée par les valeurs d'appui et donc ils se creusent. Pironi et Laffite ont beau dominer en début de course, en fait ils ne font que retarder l'échéance. Derrière, Jones et Piquet n'ont plus qu'à attendre le moment favorable. C'est d'abord Pironi qui s'arrête, victime d'une crevaison. Laffite prend le relais, mais le même mal le ronge et il sort de la route. Jones hérite alors du commandement et Guy Ligier entre dans une colère noire accusant ses pilotes de tous les maux. Une déclaration injuste qui provoque presque aussitôt le divorce entre l'équipe et Didier Pironi qui va alors se mettre sur le marché des transferts. En ce qui concerne le Grand Prix de Grande-Bretagne, on a eu des problèmes de roues qui sont fendus et ça c'est très malheureux parce que les voitures dominaient toutes les autres d'une manière assez incroyable. Plus grave peut-être encore, les chances de titre sont pratiquement envolées maintenant pour les pilotes Ligier qui doivent laisser Jones s'échapper au championnat. La Ligier était une très bonne voiture, si ce n'est la meilleure au début de la saison, mais je pense que potentiellement, techniquement, on avait ce qu'il fallait pour remporter le championnat du monde. Humainement aussi, je crois que l'équipe était très très bonne et très motivée. Mais je pense qu'on a été freiné assez largement par des moyens pécuniaires que n'avait pas l'équipe et qu'avaient les autres et qui nous ont freinés en particulier à partir de la mi-saison, c'est-à-dire à partir du Grand Prix de France en gros. Donc moi, le fait qu'on ait perdu le championnat, qu'on aurait dû gagner, qu'on avait les moyens de gagner techniquement, on l'a perdu un petit peu à cause de ces moyens. L'été est alors marqué par un tragique événement, le décès de Patrick Depailler. Cela se passe le 1er août 1980 en fin de matinée sur le circuit d'Hockenheim qui doit accueillir le Grand Prix d'Allemagne 9 jours plus tard et qui aurait aussi marqué le 36e anniversaire de ce champion hors du commun. Patrick Depailler se tue au volant de son Alfa Romeo, une voiture avec laquelle il avait prouvé n'avoir rien perdu de sa naturelle vélocité. Depailler était revenu à la compétition après son grave accident de deltaplane de 1979. Depailler était revenu au premier plan au prix d'immenses efforts de rééducation et de volonté. Cette ligne droite d'Hockenheim restera à jamais maudite. Aussi, les cœurs sont-ils gros au moment du départ de ce Grand Prix d'Allemagne qui voit Jones et Jabouille s'élancer depuis la première ligne. Sur ce circuit ultra rapide, on attend en effet que Renault revienne au premier plan et que Ligier, hélas, rentre dans le rang. Or, c'est tout le contraire qui va se produire.
Pour le moment, Jabouille mène devant Jones et Arnoux. Laffite est un valeureux 4e, Pironi et Rothman sont en embuscade juste derrière. Premier rebondissement, l'abandon de Pironi au 18e tour, arbre de roue brisé. Voilà qui ne présage rien de bon pour Laffite, qui va pourtant profiter d'un incroyable concours de circonstances. Lequel voit d'abord les deux Renault abandonnés au même moment et pour la même raison. Nous sommes au 27e tour, un ressort de soupape vient de lâcher, Arnoux et Jabouille renoncent. Du coup, voilà Laffite propulsé en 2e position, mais il y a le solide Jones devant et la non moins solide Williams. Solide, vous avez dit solide? Pas forcément. À 6 tours de l'arrivée, Jones s'engouffre dans la voie des stands victime d'une crevaison. Un ultime coup de théâtre qui permet à Jacques Laffite de remporter une victoire inattendue, mais pas imméritée par rapport à la saison. Ce sera hélas le chant du cygne pour l'équipe Ligier, qui pourtant arrachera la 2e place au championnat constructeur, mais on espérait mieux. On a un peu foiré la saison, mais c'est pareil, c'est pour des raisons toujours techniques. On a les jantes, par exemple, on était bien à Brandzatch, on a cassé nos jantes, Gérard du Carouge, pour alléger encore, avait fait faire des jantes un peu plus légères. À l'époque, on ne faisait pas autant d'essais qu'on aurait voulu le faire. Ces jantes ont pété, quoi, donc on n'a pas bien fait notre boulot. Alors aujourd'hui, tout ça paraît bénin et idiot. On dit comment, ces abrutis, comment ils n'ont pas fait tester leurs jantes, monter sur la voiture. Ben, on les avait quand même testées en essai, mais pas en course, avec une chaleur, avec une contrainte, avec les voitures qui marchaient si bien. Didier était en tête, après il a pété une jante, j'étais en tête. On a bravo, tiens là, je vais gagner, bref, peu importe. Et bon, la voiture était pas mal, mais la concurrence était rude. Et toujours pareil, on n'était pas milliardaire, il faut bien vous mettre ça dans la tête, c'était difficile pour l'équipe de travailler. Financièrement, c'est dur. Guy donnait beaucoup d'argent en début de saison pour faire les voitures en intersaison, préparer tout, puis à un moment donné, le robinet se resserrait un tout petit peu. Chez Renault, le championnat 80 va aussi se terminer de manière paradoxale, avec un feu d'artifice, mais en forme de bouquet final et un peu désespéré. Cela se passe en Autriche, sur le circuit le plus rapide de la saison, où Jabouille entendait bien confirmer enfin ce à quoi il croyait ferme depuis l'intersaison 79-80, quitte à passer pour un doux rêveur. Moi, 80, vu ce qu'on avait vu dans la saison 79, le travail qu'on avait fait sur la nouvelle voiture, qui avait une tenue de route exceptionnelle, l'ensemble, moi j'étais gonflé à bloc. Moi, pour moi, 80, moi je devais être champion du monde. Moi c'était clair et net, dans ma tête c'était comme ça. Aux essais, pas de problème. Une fois de plus, ils vont monopoliser la première ligne. En vérité, les chiffres le démontrent, il ne fait aucun doute que les Renault Elf étaient, intrinsèquement, les Formule 1 les plus rapides de toute cette saison. Elles se sont attribuées 5 pole positions, contre 3 au Ligier et au Williams, 2 à Brabham et 1 à Alfa Romeo. Mais il n'est pas moins vrai que ce constat doit être nuancé par le fait qu'en course, les choses ont été différentes. Les pilotes des Williams ont signé 6 records du Tour contre 4 à ceux des Renault Elf. Au départ de la course, avec le panache qui les caractérise, Alan Jones et Didier Pironi vont réussir à déborder les pilotes des Renault. Mais ce ne sera qu'un feu de paille pour le pilote de la Williams. Ce tracé est en effet taillé sur mesure pour les Renault Elf Turbo. C'est le plus rapide de tous les circuits de Grand Prix. Arnoux y a frôlé les 237 de moyenne aux essais. Et il est situé à 700 mètres d'altitude, ce qui constitue une prime supplémentaire au moteur turbo. Arnoux prend facilement le meilleur sur Jones, qui devra bientôt s'incliner devant Jabouille aussi. Les Renault Elf creusent inéluctablement l'écart. Arnoux est équipé de pneus à gomme plus dure que Jabouille,
qui ronge un peu son frein dans les roues de son coéquipier. Mais la roue a tourné. Et à présent, c'est René, le leader de l'équipe. S'il gagne, il possède encore une toute petite chance au championnat, théoriquement au moins. Mais peu avant la mi-course, coup de théâtre, Arnoux ralentit soudain. On craint un ennui de moteur, comme en Allemagne une semaine plus tôt, mais non. Ce sont les pneus qui sont hors d'usage, et René observe le premier d'une série de 3 arrêts pour changer ses roues, qui lui coûteront la victoire. Avec panache, René va pulvériser de plus de 3 secondes son propre record du Tour, établi en 79, mais ce sera pour la gloire. Il ne sera même pas classé dans les points, et son beau rêve en forme de couronne s'achève. Jabouille est en tête, mais on se demande s'il va gagner. On doute en effet que ses pneus, en principe encore moins résistants que ceux d'Arnoux, puissent tenir la distance. Et d'ailleurs, maintenant, il perd régulièrement du terrain sur Jones. Pourtant, héroïque, il résiste. Et il l'emporte avec à peine quelques longueurs d'avance sur Jones. Les deux pilotes se sont livrés à fond jusqu'au bout, et la fin de ce Grand Prix d'Autriche fut vraiment l'un des temps forts de la saison. L'émotion a été trop forte pour les mécaniciens de Jabouille que cette victoire libère enfin. Leur pilote restait en effet sur une invraisemblable série noire. Depuis sa victoire du Grand Prix de France 79, 13 mois plus tôt, il n'avait terminé aucun des 15 Grands Prix qu'il avait disputés. Il était temps pour Jabouille, car la fin de la saison n'allait pas lui être favorable. Mais il était trop tard pour Arnoux, définitivement lâché dans la course au titre. Ce qui m'a fait pleurer. Je me suis dit, pourvu qu'il tire. C'était dur, hein. Très très dur, bravo. Merci. Quand je termine une course, je la gagne. Ça, je suis content. Tout comme Ligier, Renault est donc passé à côté d'une belle occasion. Le titre n'était pas si loin que ça. Le potentiel était énorme, mais les opportunités ont été manquées, quelques chances gâchées. En interne, l'ambiance s'en est ressentie, y compris pour celui qui était là depuis le début. Si ça avait été la volonté de l'équipe d'être champion du monde, on aurait pu être champion du monde. Voilà. Alors de manière, depuis Imola, c'était réglé que je restais pas. Non, cette année-là, ce que je me rappelle, c'est le Canada, hein, c'est tout. C'est ce qui m'a fait mal. Le reste, c'était cuit. Bon. Moi d'ailleurs, quand je leur ai quitté, je leur ai dit, vous voyez, vous ne serez jamais champion du monde. Voilà. Ça a failli être avec Alain, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés pour des raisons internes. Voilà. Bon, c'est dommage parce que depuis, moi je suis français, franchouillard, je suis resté toujours en France et je sais qu'on a le potentiel qu'on avait et qu'on a encore le potentiel. Mais le tout, c'est de réunir toutes les bonnes personnes en même temps. Et ça, c'est pas facile parce qu'en France, on a des mentalités un peu particulières. Et bon, on croit que en France, c'est plus sur le copinage que sur la performance. Voilà. Le jour où on aura compris que, avant tout, si on veut réussir dans des domaines difficiles, c'est même si le mec il a une sale gueule et qu'il est pas, c'est un gueulard et tout ça, mais s'il est performant, on le prend. Et on travaille avec des gens performants, pas simplement avec des moutons et du copinage. Voilà. Je suis difficile, mais c'est la vérité. René Arnoux, cependant, allait donner une dernière fois l'occasion à Renault de briller quelque peu. Nous sommes à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas et dès le premier virage à Tarzan, la lutte est féroce entre Jones et le pilote de la régie. Mais l'Australien commet une faute et se relègue tout seul à 3 tours des leaders qui sont en train de furieusement s'expliquer. Il y a là un groupe de 6 voitures roue dans roue, le spectacle est époustouflant. Dommage pour Didier Pironi et Elio De Angelis, la Ligier et la Lotus se sont accrochés.
En tête, Laffite est maintenant le leader, devant Arnoux, Jabouille, Villeneuve qu'on n'avait pas vu à Paris Fête depuis le début de la saison. Pironi et De Angelis ne perdent pas une miette de cette course palpitante qui voit maintenant Nelson Piquet se rapprocher de plus en plus des deux hommes de tête. Le Brésilien met tout le monde d'accord peu après et s'empare du commandement, il ne le quittera plus. Piquet se dirige vers la victoire, sa première depuis le Grand Prix des USA West à Long Beach. Au championnat du monde, le Brésilien est désormais le seul adversaire d'Alan Jones pour la conquête du titre. Il se rapproche même à 2 points. Rien n'est encore fait pour Jones que l'on a découvert sensible à la pression. Piquet, qui avec sa Brabham dispose de la voiture la plus légère du plateau et selon l'avis de quelques spécialistes, de la plus efficace de toutes. J'ai toujours dit que la meilleure voiture en Formule 1 aujourd'hui, celle qui me paraît technologiquement la plus avancée, la mieux faite, la mieux réalisée, c'est la Brabham. Et ça, je crois que il y a certainement d'autres techniciens qui doivent être de mon avis. Une Brabham, c'est très beau techniquement à regarder, c'est très efficace sur la piste. Je sais qu'ils ont eu des problèmes au début de saison, mais là encore, je répète qu'ils travaillent qu'avec une seule personne et pas 2 pilotes. Et puis, je crois que certaines circonstances ont fait que Nelson Piquet n'est pas champion du monde, mais je dois dire que la Brabham est une bien belle et bien bonne voiture. Nelson Piquet, pas champion du monde? N'anticipons pas, car avant de se rendre en Italie, le Carioca peut légitimement caresser le rêve de coiffer Jones sur le poteau. Pour la première fois, le Grand Prix d'Italie n'a pas lieu à Monza, mais à Imola, à moins de 100 km de Maranello, le fief de Ferrari, qui n'a pour l'instant marqué que 6 points au championnat, une misère. Les deux Renault monopolisent la première ligne avec Arnoux en pôle. Derrière, dans une manœuvre qui ne serait plus permise aujourd'hui, Rothman est à l'affût et profite de la légendaire mise en action poussive des turbos. Néanmoins, l'Argentin rate une vitesse et les deux Renault gardent leur position, même si d'emblée, Piquet est dangereux. Dans un premier temps, le duel oppose les deux pilotes français. Jabouille s'empare de la première place. Bientôt, Piquet double à son tour Arnoux et se lance à la bataille derrière Jabouille. Derrière, lutte farouche entre Villeneuve et Giacomelli. Ferrari face à Alfa Romeo, tout un symbole. Devant, Jabouille, hélas, n'a rien pu faire. À son tour, il s'incline face à Piquet. L'action qui se situe aussi sur les bas-côtés, avec par exemple cette touchette de Vittorio Brambilla sur la deuxième Alfa Romeo. Ça n'est pas tout. Un tour plus tard, c'est Gilles Villeneuve qui tape à son tour, cette fois-ci beaucoup plus sérieusement. Un pneu a éclaté et autour, c'est la panique. Giacomelli est allé tout droit mais peut repartir. Un vrai show à l'italienne. Piquet a maintenant course gagnée. Il tient en respect Jabouille et Arnoux. Jabouille qui devra abandonner une nouvelle fois, fuite d'huile. Au final, Jean-Pierre ne marquant cette année-là que les 9 points de sa victoire de Zellweg, tout comme il n'avait marqué que les 9 points de sa victoire à Dijon en 79.
Piquet, lui, empoche sa 3e victoire de la saison comme Jones et il passe en tête du championnat pour un petit point, même si on sait que le décompte ne lui sera pas favorable. En tout cas, direction Montréal maintenant pour ce qui sera certainement la finale de l'édition 80. Ainsi, à la veille du Grand Prix du Canada, avant-dernière épreuve du championnat, Jones se sentait hanté par le spectre de l'échec. C'est le sprint final, Alan. Pas trop tendu? Bof, ça dépend des jours. Ça va, ça vient. Je me sens parfois un peu nerveux. Enfin, ça pourrait être pire. Alan Jones, on croyait le connaître. Un Australien bien tranquille, un brave type et un bon pilote solide, sinon surdoué. Et puis voilà qu'on découvrait quelqu'un d'inquiet, d'impulsif, plus vulnérable qu'on l'imaginait. Quel genre de type êtes-vous, Alan? Je n'en sais rien. C'est aux autres de le dire, pas à moi. Mais quelle est votre plus grande qualité? Je ne sais pas. Il me serait plus facile de vous dire quel est mon plus grand défaut. Ah ok, allez-y. Eh bien, j'ai un caractère instable, je veux dire, j'ai des hauts et des bas, vous voyez. Mais en règle générale, je m'efforce d'avoir de bonnes relations avec les autres. Est-ce que cette instabilité peut affecter votre pilotage? Ça peut arriver. Il y a des jours où je me sens bien, en pleine confiance, et forcément, ces jours-là, je conduis mieux que les jours où je me sens déprimé. Mais c'est pareil pour tout le monde, je suppose. Au départ du Grand Prix du Canada, Jones et Piquet s'élancent de front. Mais le duel palpitant que l'on attend tourne court. Jones a serré et accroché son rival, ce qui entraîne un monstrueux carambolage dans lequel, par miracle, personne ne sera blessé. Alan était dans un mauvais jour. On repart. À gauche, Pironi s'est avancé avant le signal. Il sera pénalisé d'1 minute. Jones prend d'abord l'avantage. Mais Piquet lui ravit bientôt le commandement et inexorablement, il va s'échapper. Il a pourtant été obligé de repartir au volant de sa voiture de secours, sa voiture de course ayant été endommagée dans la mêlée du premier départ. Mais cela ne semble pas le handicaper. Mais l'irrésistible élan de Piquet va être stoppé. Son moteur, en effet, va le trahir. Jones hérite ainsi de la première place de façon peu probante, c'est vrai, mais il faut être juste. Ce sera sa seule victoire sans panache de la saison. Si Jones gagne cette course, le titre est à lui. Or, personne ne peut plus le menacer, pas même Pironi, en dépit des apparences. Jones peut laisser passer la Ligier en toute sérénité. Il a été averti par son stand de la pénalité qui a frappé Didier. Dès lors, Alan n'a qu'à ménager sa monture pour rallier l'arrivée. Et il peut compter sur sa fiabilité, qui n'est pas la moindre de ses qualités. Ainsi, en 14 Grands Prix, Jones ne se classera pas moins de 10 fois dans les points et son coéquipier Reutemann 11 fois. Un coefficient de régularité de 75% pour les Williams qui, à cet égard, ont surclassé toutes leurs rivales cette année. Grâce au service de Pironi, et en dépit de l'abstinence alcoolique, à laquelle son commanditaire arabe condamne Jones sur les podiums, le titre de l'Australien sera tout de même abondamment arrosé au champagne. Dès lors, le dernier Grand Prix de la saison, disputé aux États-Unis à Watkins Glen, était dépourvu d'enjeu, sinon d'intérêt. Enfin décontracté, le néo-champion du monde pensait déjà à ses vacances bien gagnées. J'aime la vie de famille. Entre les Grands Prix, je n'apprécie rien tant que de me retrouver au milieu des miens, de m'occuper d'eux et un peu de mes affaires aussi. Comment choisissez-vous vos amis?
Vous savez, les amis, plus que les choisir, il faut les cultiver. Vous rencontrez des gens, vous voulez bâtir une amitié avec eux, bon. Mais après, il faut que cette amitié soit durable. Alan voue une estime profonde à Frank Williams, son constructeur, dont il apprécie la passion et le perfectionnisme. Avez-vous de bons amis parmi les autres pilotes de Formule 1 ? Non, je n'ai pas d'amis vraiment proches parmi eux. Les relations de Jones avec son coéquipier Reutemann, que l'on prévoyait difficiles, ont pourtant été correctes, sinon chaleureuses. Est-ce que le fait d'être champion du monde ne vous a pas fait changer ? Si tel était le cas, je ne le ferais pas exprès. Forcément, je me trouve soumis à une pression plus forte. Je veux dire, on me sollicite davantage. Et j'ai moins de temps à accorder à chacun. Alors, je le regrette, mais je suis moins disponible qu'avant, c'est vrai. Mais à part ça, je ne crois pas avoir pris la grosse tête, si c'est le sens de votre question. C'est en grande partie grâce à l'homogénéité remarquable de son équipe que Jones est devenu champion, il le sait. Et pourtant, est-ce que vous croyez qu'un pilote est forcément égoïste ? Oui, je le crois. Un peu égocentrique aussi. Ce n'est pas possible autrement. Égoïste, Jones, peut-être, mais pas avare de ses efforts. À la poursuite de Giacomelli, il freine trop tard au premier virage, imité par Arnoux d'ailleurs, et reprend la piste en 19e position. Confirmant ses rapides et considérables progrès, l'Alfa Romeo, débarrassé de sa plus dangereuse rivale, va faire la loi. Giacomelli creuse l'écart sur tout le monde, sauf sur Jones toutefois, qui se bat comme si le résultat du championnat n'était pas acquis. Quel tempérament! Mais le cavalier seul de l'Alfa Romeo sera stoppé à mi-distance par une défaillance du système électrique. Pendant ce temps, Jones s'est lancé dans une remontée pleine de panache. Piquet résiste à Reutemann et Pironi à De Angelis. Alan est encore loin. Mais il se rapproche à toute allure. Harcelé, Piquet va sortir. Voici Alan dans les roues de Pironi, qui ne pourra lui résister. De même, il ne fera qu'une bouchée de Reutemann. Pas de doute, sa confrontation avec le champion argentin, dont l'issue n'était pas évidente à l'orée de la saison, a largement tourné à l'avantage de Jones, même si Carlos peut faire valoir qu'il n'a pas toujours disposé d'un matériel rigoureusement égal à celui du numéro 1 désigné de l'écurie Williams. La saison s'achève donc comme elle avait commencé. Jones a gagné à l'issue d'une course fertile en incidents, au cours de laquelle il a fait preuve d'un panache d'authentique champion. Quant à son écurie, son bilan est éloquent. 5 grands prix enlevés par Jones, 1 par Reutemann, 2 doublés. Elle remporte naturellement la Coupe des constructeurs. Jones et Williams ont réussi à tirer le meilleur profit d'atouts qui n'étaient pas supérieurs à ceux de leurs rivaux. Leur triomphe n'en apparaît que plus justifié.